Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. C'est avec la même énergie, la même détermination, le même enthousiasme qu'on retrouve chaque matin pour ce café matinal, votre matinale informative aux côtés notamment de nos différents invités de ce matin. Ce matin justement, nous parlerons du Togo. Nous reviendrons sur ce dossier chaud actuellement sur la table du président Faure Gnassingbé. La médiation togolaise réussira-t-elle à concilier toutes les parties? Vous le savez, la CEDEAO et donc de l'autre côté, les dirigeants d'Alliance des États du Sahel. Quelques heures seulement après l'annonce, le 28 janvier dernier, du retrait coordonné du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la diplomatie togolaise a entamé, on va le dire ainsi, une médiation pour trouver donc notamment un terrain d'entente. Le président togolais Faure Gnassingbé s'est même entretenu, comme vous le voyez en image, ce 30 janvier 2024 à Lomé avec le premier, ou du moins le ministre malien des Affaires étrangères de la coopération internationale Abdoulaye Diop en visite de travail à Lomé. Par ailleurs, plusieurs émissaires togolais effectuent depuis d'ailleurs le début de cette semaine des missions diplomatiques dans les pays du Sahel. Une démarche, mais pour quel résultat sur le terrain? Nous aurons l'occasion d'en parler ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. L'actualité, toujours en rapport avec la CEDEAO, il y a parmi eux des poutistes. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a clairement assumé et affirmé dans une interview diffusée il y a quelques heures seulement. Le président, la transition s'en est donc pris à ceux qui affirment que les pays de l'Alliance du Sahel quittent la CEDEAO parce que l'organisation ne veut pas qu'ils restent au pouvoir. Pour lui, le terme poutiste utilisé par ses homologues n'a pas lieu d'être, puisque parmi ces derniers, certains sont également des poutistes. Selon le président Ibrahim Traoré, la situation actuelle ne relève pas uniquement d'une question de poutistes, civils et militaires. Il souligne que l'utilisation du terme poutiste sert parfois de masque. Dans ses propos, il rappelle qu'au sein de la CEDEAO, certains présidents sont également des poutistes, mais se proclament démocrates. Que faut-il comprendre par là? Il manque de réponse à suivre dans le cadre de cette émission de For You Matin. Installez-vous confortablement, le menu il est costaud. Les invités, nous les prenons de tous les coins du monde ce matin. Nous envoyons l'antenne du côté de la Suisse, retrouver Talo Talo, ingénieur réseau, et par ailleurs conseiller panafricain. Bonjour à vous Talo Talo et bienvenue. On n'a pas le son. Est-ce que M. Talo Talo reçoit notre signal ce matin? Je rappelle que On vous n'a pas de, réagissez on en n'a pas de direct son. de la Suisse. Vous êtes d'ailleurs un habitué de ce programme de For You Matin sur les antennes de For You Media Africa. On n'a pas Bien le de bonjour à son. vous, très cher monsieur. Bienvenue. Bonjour, j'espère que le studio J'ai l'impression que votre micro n'est m'entend. pas activé, monsieur Talo. Je ne sais pas si vous nous recevez. Bonjour, bonjour à l'Afrique, Hmm. bonjour au monde, bonjour à vous, chers Guinée, bonjour à tous les panélistes, chez Boubacar, ceux qui sont sur le plateau, ici. Hmm. Et bonjour surtout à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui se sont aujourd'hui encore réveillés et accrochés à leurs médias, For You Media. Bonjour à tous les chefs d'État africains. Bonjour à tous les amis, les vrais amis sincères de l'Afrique. Merci encore pour cette énième invitation, pour ce débat sur l'éveil non seulement du peuple noir, parce que ce que nous disons ici, les vérités que nous disons ici, ça permet de déconstruire le mensonge que nous ont imposé les Occidentaux. Et en imposant ces mensonges aux Noirs, ils ne disent pas le contraire à leur population. Ils disent le même mensonge à leur population. C'est-à-dire qu'ils sont en train de berner de part et d'autre. Parce que s'ils disent la vérité à leur population vont se révolter. Donc ils sont obligés de dire aussi le mensonge. C'est-à-dire qu'en détruisant les Noirs avec le mensonge, ils détruisent leur propre population avec le mensonge, qui grandissent dans le mensonge. Ils détruisent le reste du monde. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire des gens qui ont détruit l'histoire de l'humanité, détruit tout ce qui a été fait, ce qui était un grand crime, que l'humanité ne puisse pas savoir exactement d'où elle vient, comment ça a été au début, qui a fait quoi exactement, ce qui ne devait pas être quelque chose à cacher pour des raisons idéologiques. Donc, c'est très important
Et nous disons aux Européens, nous ne sommes pas là contre vous, mais nous sommes là pour vous aussi éveiller. Ce que nous disons pour nos peuples, c'est la vérité qu'on nous a cachée et qu'on vous a cachée, vous aussi. Oui. Donc, vous ne devez pas nous prendre comme vos ennemis. Nous sommes les éveilleurs, les aiguilleurs. Nous sommes les yeux de ce monde. Merci. Voilà. Tallo, conseiller panafricain, ingénieur des systèmes réseau, qui est avec nous ce matin en direct de la Suisse, au nord des États-Unis. Monsieur Shea Elo Lawson est également scotty. En dépit notamment du décalage horaire, il a tenu à être là ce matin, comme à son habitude. Bien, merci à vous. Bonjour, monsieur Shea Elo Lawson. Je rappelle que vous êtes, entre autres, le leader du projet panafricaniste Pyramide. Vous êtes le président du mouvement pour un Togo nouveau, coordinateur de la diaspora togolaise. Bonjour à vous, monsieur Shea Elo Lawson. Bonjour, mon cher Guinée. Le son nous parvient très faiblement. Je ne sais pas si de mon côté vous nous percevez. Nous vous recevons parfaitement, monsieur Shea Elo Lawson. La technique s'active à ce que vous ayez la meilleure qualité d'écoute. Ne vous en faites pas. Vous l'aurez dans quelques instants. Parfait. Alors, je voudrais donc saluer le plateau. Tallo et Monsieur Touré et tous ceux qui sont en présentiel triple A ici et tous les panafricanistes qui sont branchés à ce café matinal. Ce café promet être un café chaud, un café très dosé sur l'actualité politique très riche avec l'intervention de celui que j'appelle l'étoile du Suris, qui brille de tous ses feux pour servir non seulement de lumière à l'Afrique, l'Afrique qui se réveille, l'Afrique puissante, l'Afrique digne. Et donc, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Je salue donc toute votre équipe qui, par la magie de l'ubérisation, permet que cette émission soit disponible à travers la planète. Et depuis l'Amérique du Nord où j'interviens, je ne saurais terminer cette brève introduction sans saluer les Togolais qui sont branchés à cette émission. Et en évoquant les Togolais, M. Baudelaire, vous comprendrez alors que je vais toujours réclamer la libération de tous les prisonniers politiques togolais. Ils sont plus d'une centaine, 120 dans les géants de Fonia-Singbe, parmi lesquels Léla Traoré et Aziz Goma et surtout Jean-Paul Oumoulou, dont la Cour de justice de la CEDEAO vient de réclamer non seulement à Jean-Paul Oumoulou qui est dans les prisons de Fonia-Singbe 12 millions de francs CFA pour torture, pour traitement inhumain et dégradant et surtout arrestation illicite, arrestation qui n'est pas du tout illégale. Voilà la situation, un peu le tableau sombre panorama des droits de l'homme au Togo. Le Togo qui, depuis une soixantaine d'années, a été plongé, n'est-ce pas, dans une forme de dictature militaro-monarchique où la France-Afrique a tué le premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, le président panafricain. Donc voilà un appel à tous les panafricanistes de soutenir le peuple togolais qui est en lutte pour sa libération. Les Africains du Togo ont besoin également de paix, de joie, de liberté. Et donc, le régime de Fonia-Singbe doit tomber. Merci, Nguéné, pour cette invitation. Et c'est avec plaisir que je serai sur votre plateau pour apporter ma grille de lecture, celle de la beauté, du beau, du juste et du vrai. Du juste et du vrai. Merci à vous, monsieur Shea Elo Lawson. Toujours en multiplex ce matin. Habib Boubacar Touré, en direct de Niamey. Merci à vous, Habib. Je rappelle que vous êtes analyste politique, un habitué également de ce plateau de For You Matin. Vous êtes avec nous, je tiens souvent à le rappeler, depuis le coup de révolution du 26 juillet 2023. Mais bien avant même, vous interveniez déjà sur le plateau. Bonjour au plateau, notamment DP, triple A. Bonjour à Tallo et à M. Shea Elo Lawson. Bonjour à l'Afrique. Bonjour à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Et bonjour à vos techniciens. Merci pour l'invitation une fois de plus de ce matin pour partager notre grille de lecture
de l'actualité et des thématiques que vous avez bien voulu mettre sur le plateau aujourd'hui. Merci. Merci à vous, très chers messieurs. En présentiel, Anatole Albert ici est avec nous, directeur de publication du bimensuel Le Cactus. Vous l'avez donc compris, c'est un journaliste, mais surtout le consultant permanent de cette émission de For You Matin. Bonjour à vous, DP. Bonjour à vous, Baudelaire Nguéné. Je dis bonjour à mes camarades de combat. Talon du côté de la Suisse, chez Leleson du côté du Canada, Abib Touré du côté du Niger. Je ne sais pas si j'ai terminé. Ouais. Voilà, j'ai dit bonjour aux techniciens, ainsi qu'au top management. J'ai dit bonjour aux téléspectateurs et aux téléauditeurs. J'ai dit bonjour à l'Afrique, bonjour aux combattantes africaines, parce qu'il n'y a aucune dynamique de révolution possible sans les Amazones. Ouais. Quand je l'ai dit, je voudrais ici questionner la pertinence de ces multiples sommets auxquels le continent africain participe ou bien invité, si la question de la dette n'est pas évoquée. Il vous souvient que cette semaine, il y avait encore une grande messe organisée par l'extrême droite italienne, n'est-ce pas, l'extrême droite italienne qui est dirigée par Giorgia Meloni du côté de l'Italie. Et il y a beaucoup de promesses qui ont été faites comme d'habitude. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris comme d'habitude. Mais sauf que je n'ai pas véritablement entendu la voix de l'Afrique, cette voix-là qui devrait poser les vrais problèmes de l'Afrique, c'est-à-dire déjà le président de la Commission de l'Union européenne, Moussa Faki Mahamat. De l'Union africaine. Oui, voilà, le président de la Commission de l'Union africaine, c'est étonné du fait que l'Union africaine n'ait pas été associée au chronogramme de l'organisation de cette affaire-là. Eh bien, si vous n'êtes pas associé dans une affaire qui est loin, mais alors très loin des aspirations de vos populations, pourquoi vous allez toujours dans ces affaires-là? C'est pour aller manger les petits fours ou bien pour dépenser l'argent des contribuables africains. Dans tous les cas, si ça peut nous servir ces histoires de sommets africains, sommets machin, sommets italiens, sommets britanniques, américains comme ça, si ça ne pose pas la question de la dette sur la table, il parle de l'endettement du continent africain, ça ne nous intéresse pas du tout. Voilà. Le coup de gueule d'Anatole Albert ici, en rapport justement avec ce premier sommet Italie-Afrique, ou du moins Afrique-Italie, tenu le 29 janvier dernier du côté de Rome, avec la participation de presque 26 présidents, chefs d'État africains, chefs de gouvernement, ministres, une cinquantaine de délégations, entre autres, voire d'organisations internationales présentes donc du côté de Rome pour ce fameux sommet. Mais pour l'instant, messieurs, nous parlons du Togo. Nous parlons surtout de cette médiation du président Faure Gnassingbé qui visiblement voudrait plus que jamais concilier toutes les parties. Aujourd'hui, vous le savez, depuis le 28 janvier dernier, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé donc de claquer clairement la porte de la CEDEAO. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont donc sortis de façon ordonnée de cette institution pour de multiples raisons que nous avons d'ailleurs eu à évoquer durant les précédentes émissions sur les antennes de For You Media Africa. Mais d'entrée aujourd'hui, Talo, je vais démarrer par vous. Quand vous apprenez par exemple qu'il y a une médiation qui est en cours pour tenter justement de trouver un terrain d'entente, ça vous inspire quoi cette médiation togolaise clairement aujourd'hui? On rappelle que ce 30 janvier déjà, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été reçu du côté de Lomé par le président togolais Faure Gnassingbé. Alors que faut-il espérer concrètement de cette médiation togolaise? Pour vous d'entrée, Talo. Malheureusement, je n'ai pas écouté ce que votre question. Alors, Talo, je sais pas. Il y a un problème. Peut-être en attendant que le petit souci de retour soit rapidement résolu, revenons sur le plateau avec forcément le consultant permanent avec nous sur le plateau. Alors, Anatole Albert ici, que doit-on penser justement de cette médiation togolaise, ou du moins que doit-on espérer de cette nouvelle initiative togolaise? Vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, le président Faure Gnassingbé se targue d'être celui-là qui se présente comme étant, entre autres,
le porteur de la voix lorsqu'il y a une paume de discorde entre notamment, généralement, la CEDEAO et certains pays de l'Afrique de l'Ouest, voire même entre deux pays de l'Afrique de l'Ouest. On l'a vu dans la fameuse affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés du côté de Bamako. Il s'était targué d'être celui qui avait été notamment à l'origine des pistes de solutions qui ont été trouvées pour que ces derniers soient libérés après avoir été reconnus coupables et jugés du côté de Bamako. Il y a eu plusieurs autres affaires dans lesquelles la médiation togolaise a été impliquée. À chaque fois, le président Faure Gnassingbé se targue d'être celui-là qui trouve des solutions. Dans le cas précis, celui du retrait coordonné du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la CEDEAO, que peut la médiation togolaise cette fois? Écoutez, déjà, il faut noter que le président Faure Gnassingbé capitalise deux choses majeures qui lient, n'est-ce pas, ses relations avec notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. D'abord, la posture du Togo dans le contexte des sanctions que la CEDEAO a infligées au Mali, d'abord, au Niger par la suite, et accessoirement au Burkina Faso. Je crois que la position du Togo a été contradictoire à celle des autres membres de la CEDEAO. Ça, c'est d'un. Et de ce point de vue, il suscite la sympathie, justement, des régimes de transition, de l'AS, de la vigilance, n'est-ce pas, d'État du Sahel. Ça, c'est la première chose qu'il capitalise. La seconde chose qu'il capitalise, c'est qu'il est jeune, c'est un jeune président, qui a des relations assez particulières et personnelles, qui a entretenu des relations personnelles et particulières avec notamment le colonel Assimi Goïta, et accessoirement avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, il capitalise donc ces deux éléments. Pour le dire. Mais cela n'occulte pas le fait que dans sa politique intérieure, qui est assez répressive, je crois que vous entendez tout le temps, n'est-ce pas, le plaidoyer de mon frère Thierry Lawson en ce qui concerne, n'est-ce pas, sa politique intérieure qui est ponctuée par la répression. Parce que sa politique intérieure est d'une main de fer. Donc là, c'est un autre débat. Alors, et en plus, il faut ajouter à cela le fait que, ce qu'il ne faut pas occulter, il n'est pas exclu que le Togo, qui est également l'antre de la France-Afrique, du côté de l'Afrique de l'Ouest, au même titre que la Côte d'Ivoire, pourrait être une sorte de cheval de Troie, n'est-ce pas, de l'empire france-africain de ce côté. Pour revenir à votre question, quelle pourrait être l'efficience ou la pertinence de cette médiation? Je pense que dans le contexte actuel des événements qui font l'objet de notre débat ce matin, c'est tout à fait, en matière diplomatique, on écoute toujours. Il faut toujours laisser la porte ouverte au dialogue. Et il me semble que ça a été ça, le maillon fort des régimes de transition, notamment du Mali, du Burkina Faso. C'est-à-dire laisser en permanence être ouvert au dialogue. Mais sauf qu'en face, notamment ceux qui dirigent, qui pilotent et instrumentalisent la CEDEAO, il y a eu une attitude de condescendance, d'arrogance, mais surtout, j'ai envie de dire, de coercition, qui n'a pas voulu, qui a fermé la porte finalement à ce dialogue, d'où l'enchaînement des événements que nous avons observés depuis l'année passée, avec la création de la charte Litako-Gourma, et ensuite la création de l'Alliance des États du Sahel, qui constitue une communauté à la fois géopolitique, géostratégique et économique, entre autres. Et finalement, l'AS a claqué la peau de la CEDEAO. Pourquoi? C'est la conséquence justement de l'arrogance et du refus d'écoute, n'est-ce pas, des dirigeants de la CEDEAO. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tantôt, il faut laisser la porte ouverte à la diplomatie, mais il faut que cette porte ouverte à la diplomatie soit dans le sens contraire. Pas pour faire le retour puis la lâche, tel qu'on a tendance à vouloir le penser. C'est-à-dire pas pour convaincre ces États de revenir au sein de la CEDEAO. Mais pourquoi faire concrètement? Mais pour qu'on leur fasse comprendre que désormais, il faut plutôt que les États, je veux dire les régimes de transition, qui sont construits désormais, qui ont claqué la porte de la CEDEAO, expliquent au médiateur, qui n'est jamais neutre, je le précise en passant, voilà, qu'on a essayé
ça n'a pas marché. On a essayé avec la CEDEAO, ça n'a pas marché. Nous pensons que nous pouvons créer notre communauté plus résiliente, plus autonome, plus dynamique, mais surtout plus visionnaire et plus ambitieuse que la CEDEAO qui est vassalisée par Paris, l'Union européenne, qui n'a pas pu justement répondre aux aspirations, n'est-ce pas, des populations de cette communauté, comme le dit d'ailleurs fort opportunément le Premier ministre burkinabé qui est l'homme de Tambela. Donc, je pense que on devrait donc pouvoir dire aux médiateurs togolais que il serait plutôt intéressant pour le Togo de rejoindre justement la communauté de l'AES et non de rester à la CEDEAO. Hier, je l'indiquais toujours sur ce plateau que quand vous êtes bastonné, vous êtes brimé, vous subissez des brimades dans une maison, vous êtes maltraité dans une maison, alors que vous restez là faire, vous avez deux choix. Le premier choix, soit est de se résigner à être brimé, à subir les brimades tout le temps, ou alors de partir. Et il me semble que les dirigeants de l'AES ont opté pour justement pour la sortie de la CEDEAO, pour partir, pour ne plus continuer de subir les brimades, l'arrogance et la condescendance de la CEDEAO. Et je crois qu'aujourd'hui, en dépit des dissertations que j'entends de part et d'autre de la part, n'est-ce pas, de certains analystes de Pakouti sur les conséquences économiques et géopolitiques éventuelles sur la décision, n'est-ce pas, du Niger, du Burkina Faso, n'est-ce pas, le Mali de quitter la CEDEAO, que cette décision va avoir des répercussions. C'est tout à fait logique qu'il y ait des répercussions. Il n'y a aucune révolution qui n'a jamais eu de répercussions. C'est donc ça qui caractérise, c'est ça qui est la marque de fabrique d'une révolution. Une révolution doit pouvoir toujours avoir des conséquences, positives ou négatives. Si vous avez la prétention de faire une révolution et que celle-ci n'ait pas de conséquences, qu'elle soit positive ou négative, je le disais tantôt, ce n'est pas une révolution. Donc il faut donc que justement la révolution, l'autre aspect de la révolution, parce qu'il s'agit d'une succession de révolutions qui a plusieurs tableaux, c'est-à-dire la rupture totale qui a été engagée dimanche dernier par le Niger et le Burkina Faso et le Mali doit forcément avoir un impact. Un impact à la fois du point de vue économique, du point de vue de la circulation des personnes et des personnes, du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique, du point de vue même financier, parce qu'aujourd'hui, on commence à se plaindre du côté de la CEDEAO que la sortie des trois États de l'AES va avoir un impact au niveau de la Banque d'investissement développement communautaire, la BIDAC, je crois que c'est ça, la BIDC, voilà, c'est la banque régionale. Donc je pense que, à côté, vous entendez des gens qui vous font comprendre qu'il s'agit de pays qui sont pauvres, qui ne représentent rien du point de vue économique. Mais pourquoi est-ce que vous leur faites à coup si ces pays ne représentent rien du tout? Ça veut dire justement que ces pays, contrairement à ce qui est dit, ont un poids majeur du point de vue démographique, du point de vue géographique, mais également du point de vue économique. Voilà. Merci à vous, Anatole Albert Aïssi. On va tenter d'avoir une nouvelle fois nos invités en multiplex ce matin. Alors, Talo, est-ce que vous nous recevez? Quel est le regard particulier que vous portez justement autour de cette médiation? Que doit-on espérer justement de cette tentative togolaise? Pour Anatole Albert Aïssi, il ne s'agit aucunement de convaincre les trois États de revenir au sein de la CEDEAO. Le médiateur togolais doit plutôt jeter son regard ailleurs, mais pas question de parler d'un rétropédalage des États membres de l'Alliance du Sahel. Que doit-on espérer concrètement, Talo? Concrètement, il y a comme ça, on dit en sango, zéro. Il n'y a rien à espérer. Lors de la dernière émission ici que vous avez organisée sur notre télévision, que nous avons fait le 29 janvier, si je ne me trompe pas, sur le sujet, nous avons ici dit ceci, en disant un adage en langue africaine sango, que comment on appelle, qui veut dire si tu te fais mordre par un serpent, il faut éviter tout ce qui est fait. Nous pouvons dire encore un autre adage
rien de neutre, hein, a l'habitude de dire, et de dire le Senghor. On dit que ça veut dire, si je le dis dans l'autre langue, ça veut dire que on ne peut pas marcher, hein, on ne peut pas piétiner les testicules d'un aveugle deux fois. Un autre panéliste a l'habitude de le dire. On a dit donc, nous avons dit ici et nous avons clamé que le mot retour n'existe pas dans nous, le peuple, hein, du Sahel, et nous, et nos présidents. Le mot retour n'existe pas dans notre vocabulaire. Et nous sommes en relation spirituelle avec nos présidents. Parce que vous voyez, ça dit que nos présidents, ils nous éveillent. Ces présidents-là, ils nous ont éveillés. Parce que ce qui est sorti, quand je l'avais dit la dernière fois, c'est eux qui nous ont éveillés et c'est-à-dire par connexion spirituelle, c'est sorti naturellement. Ce n'était pas quelque chose de préparé. Et vous avez vu que le 30, il a confirmé, hein, notre président, notre cher, le petit papa, notre papa qu'on apprécie beaucoup, Ibrahim Traoré. Il est venu, on lui a posé la même question. Il a dit, il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas commettre. Il a dit la même chose. Hein? C'est-à-dire que lorsque vous faites mort par un serpent, il faut éviter tout ce qui est fil. Ou alors qu'on ne peut pas piétiner les testicules d'un aveugle deux fois. Impossible. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce qui est les négociations qu'ont entamées, ce qu'on appelle les négociations, les pourparlers ou les négociations entamées par les autorités du Togo, ne vont aboutir à rien. On peut imaginer, on peut supposer que c'est toujours le maître occidental qui est toujours aux manœuvres. Le Togo tente, on lui dit, écoute, vu que c'est vous, président Faure Yacine, il vous écoute, vous êtes en bon terme, essayez d'aller là-bas, essayez de voir. En fait, on essaie d'utiliser toutes les manières possibles. Parce qu'on sait qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus utiliser le langage de la force. Parce que le grand frère, le grand-papa Poutine a prévenu. Hein. Oui. Je vous disais ici des émissions avant, et l'émission du 29, je disais que quand il demande à la CEDEAO de pouvoir dialoguer avec l'AES, ce n'est pas que lui ne sait pas que la CEDEAO ne va jamais dialoguer avec l'AES, parce que la CEDEAO n'est pas un truc d'Africain. CEDEAO, c'est Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas c'est communauté européenne des États de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas communauté économique, le E c'est pour européen. Il le sait bien, mais il leur lance une garde, parce que je suis persuadé qu'en faisant ça, bien évidemment, c'est notre grand frère, Poutine, c'est notre grand papa. Nos présidents, avant de faire cette déclaration, ils ont dit, nous allons faire ça. Ils ont décidé, ils lui ont dit, qu'il dit oui ou non, nous allons quitter la CEDEAO. Il a dit, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai vu que c'est ça qui vous piétine. Regardez, sur le plan culturel, on vous a mis dans un enclos, on vous a fermé sur le plan économique. Vous n'avez pas les messieurs, votre monnaie. Ça veut dire que vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves parce que tout ce que vous vendez à l'extérieur, l'argent, c'est qui le prend? C'est la France. Et puis il répartit avec les autres, ses frères et sœurs. Il répartit l'argent. Poutine a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord avec vous, allez-y. Et c'est pour cela que Poutine a lancé la garde. C'est indirect qui dit, je souhaite que la CEDEAO travaille avec l'AES. Mais en fait, c'est pour leur dire, attention, tout ce qui va se passer, celui qui bouge, s'attend d'eux. Nous, ici, eux, ils ont la bombe atomique, c'est fait d'atomes. Mais nous avons la bombe ténénique. C'est fait de paroles. Téné, dans langue Mbandi Sango, ça veut dire parole. Donc nous avons la bombe ténénique, qui est faite de paroles de téné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec notre bombe ténénique là, nous allons gagner. Leur bombe c'est atomique. Nous, ça sort comme ça et c'est la vérité. Ça détruit. Ça détruit le mensonge, ça va détruire n'importe qui. Donc, il ne faut pas espérer. On va espérer rien. Il n'y aura pas de retour en arrière. Alors vous allez me dire, il y en a qui ont commencé à dire que comment ils vont faire? Ils n'ont pas accès à la mer. Peut-être qu'on va leur mettre la pression. Peut-être qu'on va demander au Togo de pouvoir ne plus donner l'accès au port. On va demander à la Guinée, Conakry. On va donner...
Mais qui va oser? Vous avez un espace qui est devenu, en termes de superficie, combien? Ça tombe à plus de 2 millions maintenant, si on fait la somme, il me semble. Mais vous avez plus de 70 millions d'habitants, de population, qui vont besoin d'être nourris, qui vont besoin de tout ce qu'il faut. Qui va oser leur refuser l'accès à son port, sachant que rien qu'ouvrir l'accès à son port, ça va le rendre riche. Vous pensez que le Togo, qui a bien réfléchi, fort et assez médiatement, vu que même on lui demande de pouvoir libérer panafricanistes qui sont dans le présent, parce que ça va dans son sens, on l'a déjà répété, et notre frère chez Lawson a l'habitude de rappeler ici, qu'on lui demande, on se joint à frère chez Lawson et tous les autres pour lui demander de libérer. Mais il va penser, il a déjà pris la bonne décision de dire vous pouvez utiliser le port, c'est-à-dire vous prêtez le port. Mais si lui, il ose dire, bon, maintenant, céder à la pression occidentale, française, états-unienne, tout pour dire, écoutez, maintenant, le Togo va fermer son port. Mais c'est lui qui va être perdant, parce que tout ça, ça va être, comme on le dit, temporaire. Si la Guinée-Conakry ose dire, je vais fermer mon port, mais c'est eux qui vont être perdants, parce qu'il y a un autre qui va ouvrir. La Mauritanie est prête, même l'Algérie, là, même l'Algérie, là, qui est en train de nous faire des coups, des bébés dans le dos, là. Cette Algérie-là. Et nous comprenons pourquoi est-ce que les autorités étaient parties au Maroc, même si on sait que le Maroc, on sait la situation, nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, quand les gens qui sont au pouvoir, c'est eux qui maîtrisent, hein, ceux qui savent ce qui se passe. Quand ils étaient partis voir le roi en parlant de seul accès au port du Maroc, c'est parce qu'ils avaient déjà l'information sur l'Algérie, c'est que l'Algérie leur a mis du couteau dans le dos. C'est aujourd'hui que en réfléchissant, je dis, mais pourquoi ils sont partis là-bas en se disant, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ont vu, c'est-à-dire l'ampleur de ce que l'Algérie a fait dans le dos. Ils disent, on va préparer, on va aller là-bas. Même s'il n'y a pas d'accès direct sur le plan, il ne faut pas traverser des pays pour arriver au port du Maroc, mais on va aller là-bas, peut-être par voie aérienne, si une chose arrive là-bas, mais il n'y aura personne qui va empêcher notre État, parce que nous allons passer de l'AES, là, nous l'avons dit déjà ici, et nous appelons le président, nous allons passer de l'AES à l'État fédéral d'Afrique. Nous avons dit, et nous l'affirmons. Notre président, bon, je pense que ça fait partie, non, c'est le deuxième thème. Donc, nous allons passer de cet état-là. Il n'y a pas de retour. Nous avons derrière nous, on a besoin de tout. Il y a des gens qui vont dire, vous n'allez pas miser sur la Russie. Et même la Russie a misé sur la Corée du Nord. Il n'y a pas de plus petit. La Russie a misé sur la Corée du Nord. La Corée du Nord livre des munitions à la Russie, la petite Corée du Nord. Comment nous n'allons pas miser sur quelqu'un quand on n'a rien? La Russie qui fabrique des armes atomiques. Nous, on fabrique des armes ténéniques. Notre parole, téné. La Russie demande de l'aide de comment on appelle, de la Corée du Nord, de l'Iran, tout et tout, qui lui aussi donne des munitions, même si... voilà. Donc, nous avons besoin des Russes en ce moment-là. Et nous avons cette couverture militaire. Et ils font bien, parce qu'ils nous vendent des armes, comme l'a dit notre président. Ce n'est pas gratuit, on achète. Et ils ne se limitent pas. Ils vendent toutes les armes létales, parce qu'en face de nous, des gens qui nous tuent, on ne va pas avec Et téné aussi, ça veut dire caillou aussi. On apprend un cours de sango. Téné qui veut dire parole, veut dire caillou. On ne va pas utiliser des téné, des cailloux pour pouvoir... c'est pas totalement légal, parce que même si ça peut faire mal si on peut l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, pas de retour. Ouais. Voilà. Merci à vous, Tallo. On revient justement sur le plateau en rappelant bien sûr que le 30 janvier dernier, le président Faure Gnassingbé a reçu le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il s'agit bien sûr d'Abdoulaye Diop. Monsieur Che Elou Lawson, selon nos informations, les présidents ivoiriens Alassane Dramane Ouattara, nigérian Bola Ahmed Tinubu et ghanéen Nana Akufo-Addo s'activent également de leur côté pour tenter de convaincre, entre autres, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel afin que ces derniers reviennent sur leur décision. Le rôle du médiateur qui est actuellement joué par le président Faure Gnassingbé. Alors,
est-ce que vous avez une position différente de celle des deux premiers intervenants de ce matin quant aux chances de réussite de cette médiation togolaise? Il me semble, mon cher Guéné, que ce qui se passe sous nos yeux, j'ai toujours eu l'habitude de dire que c'est l'histoire qui se déploie dans tout son mécanisme de renversement des paradigmes et qui plante le décor d'une Afrique nouvelle qui se lève, qui brise ses chaînes. Une Afrique qui sort un peu de la grotte de l'algorithme, de la grotte de Platon, où dans ces chaînes, on projetait sur les parois, n'est-ce pas, de nos illusions, une forme de liberté qui en réalité est de l'asservissement. Vous savez, je ferai mon analyse en prenant le prisme, n'est-ce pas, de l'économie. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, à la base, c'est une organisation, comme son nom l'indique, c'est une organisation pour l'intégration économique de la sous-région. Mais quand vous analysez, vous interrogez son bilan pendant ces 48 ans, puisque l'organisation a été portée sur le fonds bâtiment en 1975, 48 ans de vie, l'année prochaine, on pense même célébrer le jubilé de la CEDEAO. Et cette jubilé, tenez-vous bien, a été confiée au Togo. Donc Faure Gnassingbé ne s'active pas pour rien, c'est pour préserver cette organisation et en jouir parce qu'il prépare un 5e mandat à la tête du Togo. Et donc, voilà, il a des intérêts à maintenir la CEDEAO, puisque parmi les fondateurs, il y avait son père Yadéman. Et pour lui, c'est une opportunité qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, bâcler. Alors, si on revient fondamentalement à l'analyse économique que je voudrais faire, la CEDEAO a été un échec sur toute la ligne. D'abord, une intégration économique, c'est la monnaie. La monnaie, c'est le sang qui circule dans une économie. La CEDEAO a été incapable, après 48 ans de vie, pratiquement un demi-siècle, de pouvoir créer l'outil fondamental d'intégration régionale qui est la monnaie unique. Ils sont toujours en train de discutailler sur l'éco, sur des projets à ne pas en finir, alors que cette volonté politique d'aller vers les fondamentaux de l'économie ne sont pas au rendez-vous. Donc un échec sur toute la ligne. Échec aussi, n'est-ce pas, quand on parle de la CEDEAO, de l'intégration, c'est la circulation des biens et des personnes. Ce qui suppose que les frontières héritées de la colonisation, qui ont été tracées un peu dans le hasard, n'est-ce pas, des lubies des Occidentaux et de leurs intérêts gloutons, ces frontières qui n'ont aucun sens, qui ne respectent pas, n'est-ce pas, la culture, le peuplement et la volonté des Africains ou les empires, l'histoire, n'est-ce pas, des Africains en termes d'empire, l'empire du Mali, l'empire du Ghana, et bien ces Occidentaux sont arrivés en conquérant et ont balkanisé l'Afrique. Donc la première décision pour aller aussi vers l'intégration en dehors de la monnaie, c'est de faire sauter ces frontières qui divisent et qui éparpillent justement cette unité culturelle, linguistique des Africains de l'Ouest. Là aussi, ça a été un échec. Vous prenez un bus de Lagos pour aller à Dakar, vous imaginez toutes les tracasseries policières, douanières, vous êtes complètement raquettés, c'est des raquettes surtout au long du chemin. Et donc là aussi, c'est un échec cuisant. Il faut faire un comparatif, un parallélisme des formes avec l'Europe, où à cause de leur
union économique et politique, vous quittez Paris jusqu'à Amsterdam, eh bien, vous ne savez même pas que vous sortez d'un pays et que vous rentrez dans un autre pays. Les frontières n'existent plus. Même entre l'Allemagne et la France qui ont connu la guerre, vous ne verrez plus, n'est-ce pas, de frontières. Pourquoi les Africains continuent pas s'agglutiner à des mécanismes de division, à des mécanismes de prédation qu'on a utilisés pour les esclavagistes? On ne comprend pas. Après 50 ans de vie de cette organisation, on s'accroche à quoi? Donc, de ce point de vue, c'est également un échec de la CEDEAO. L'autre élément qu'il faut noter, c'est cette dérive, cette déviation des enjeux économiques qu'on a laissé complètement en jachère, et la CEDEAO est incapable de commercer entre les pays de la CEDEAO, incapables de commercer entre eux, parce que quand on parle d'intégration économique, on parle de commerce, on parle d'échange, on parle de balance des paiements. Mais quand vous analysez l'économie de tous ces pays, pratiquement, les échanges commerciaux sont complètement à moins de 5%. C'est hallucinant pour un pays qui se veut un pays qui va vers l'intégration économique. Alors, tous ces agrégats, donc quand vous apprenez tous les agrégats macroéconomiques, vous vous rendez compte que la CEDEAO, du point de vue économique, n'est pas donc à la hauteur de ses ambitions. Et finalement, au cœur de cette CEDEAO, on crée l'UEMOA qui est une institution qui dépend de la BCEAO qui est inféodée au franc CFA, ce franc CFA qui est une propriété de la France, après plus de 75 ans, eh bien, cette BCEAO est incapable, n'est-ce pas, aussi de libérer l'économie en Afrique de l'Ouest. C'est plutôt devenu un outil de contrôle des économies africaines, et donc qui ne permet pas du tout la croissance économique, qui ne permet pas l'épanouissement justement des Africains, de ces pays africains de l'Ouest. La BCEAO prend son temps tout simplement pour encourager à ce que les balances de paiement soient déficitaires dans ces pays à cause de la fixité de la monnaie, la fixité, la parité avec l'euro. Les économies de la CEDEAO sont sous-financées. Le rationnement du crédit ne permet pas aux entreprises de pouvoir offrir des prêts aux entrepreneurs, donc il n'y a pas d'activité économique, donc ça veut dire qu'il y a le chômage entraîne donc des problèmes sociaux et de la pauvreté, et tout ça est au relais par une seule préoccupation de la BCEAO, c'est-à-dire la stabilisation des prix dans cette zone-là, et quand la liberté des capitaux ou encore la centralisation des réserves d'échange dans la région, ne permet pas justement d'atteindre tous ces objectifs-là. Donc, en résumé, vous comprenez que quand on jette ce regard rétrospectif sur les agrégats économiques, c'est un échec sur toute la ligne. Alors, il y a eu un shift, une dérive, n'est-ce pas, de la CEDEAO vers des questions politiques. Et ces questions politiques ont fait que la CEDEAO aussi là a été incapable de résoudre les problèmes. Que quand vous prenez la guerre au Libéria, qui a duré une quinzaine d'années, la CEDEAO, malgré qu'il a envoyé une force, les Comores, pour mettre fin à la rébellion, il y a eu des milliers de morts. Quand vous prenez la crise en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a été incapable également de résoudre cette rébellion qui a amené, n'est-ce pas, à la destitution du président ivoirien, avec des morts et des morts également en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez la crise dans le Sahel, depuis plus de 10 ans, la CEDEAO a échoué sur toute la ligne pour contenir justement ce terrorisme-là imposé au Sahel. Donc, finalement, l'organisation n'a pas sa raison d'être. Voyez-vous, n'a pas sa raison d'être, puisque sur tous les plans, sur le plan économique, c'est un échec cuisant. Sur le plan politique, la CEDEAO n'a pas été à la hauteur, n'est-ce pas, de la prévention des conflits, de la gestion des conflits, et surtout d'être incapable. Justement, monsieur Chelou, dans ce contexte, à quoi sert justement cette médiation dont on parle ce matin, dans tout ce contexte, en mettant bien sûr en évidence tous les éléments que vous venez de citer? La CEDEAO est un mot cérébral
Vous voyez, la CEDEAO est en mode cérébral. Et ce qui est encore grave, c'est que cette organisation s'est laissée paternaliser, caporaliser par ce système de captation de la souveraineté des pays africains qu'a mis en place les Occidentaux, notamment la France, parce que quand les maillons les pays maillons commencent par se rebeller, eh bien, on monte en hauteur et on utilise l'organisation pour pouvoir les contrôler, pour utiliser des sanctions, utiliser l'arme des sanctions pour pouvoir contrôler ces pays. Donc, nous sommes dans un cas de figure où la CEDEAO s'est livrée pieds et mains à l'Occident, et donc nous sommes dans ce que j'appelle la gouvernance multicentrique, où on utilise la supranationalisation ou la régionalisation pour contrôler la souveraineté des pays. Et c'est ce qu'on a vu là avec Macron, comme le disent les Camerounais en Mondovision, qui intervient pour dire qu'il va rappeler le président de la CEDEAO, Nana Akufo, et il intime des ordres. Le lendemain, ce qu'il a dit, eh ben, c'est le communiqué pratiquement. On aurait dit que c'est Paris qui rédige les communiqués de la CEDEAO contre les pays membres. Donc tout ça, c'est un échec cuisant. Donc cette sortie de l'AES est absolument nécessaire parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un renversement des paradigmes. La CEDEAO, en tant que véhicule aujourd'hui, ne peut plus échouer sur toute la ligne. Il faut réinventer la CEDEAO. Et donc, l'AES est, je dirais, cet espoir pour l'Afrique, pour même la CEDEAO, de se réinventer, de retrouver justement l'énergie nécessaire pour poser les bases d'une réelle intégration de l'Afrique en s'assurant que d'abord les organisations appartiennent aux Africains, ne soient pas contrôlées de l'extérieur, que nous puissions aller vers les questions économiques, donc les leviers de souveraineté, la monnaie, et que nos ressources également, que nous puissions avoir le contrôle sur ces ressources pour lancer une vraie industrialisation de nos pays, que ces industrialisations passent par des projets de développement, des projets de bien-être pour les Africains. Je terminais pour la question du Togo. Vous savez, j'ai toujours expliqué aux panafricains que le Togo est un cancer, est une gangrène, et que tous ceux qui croient que le Togo est du côté des panafricains se trompent. Prenez tous les indicateurs du panafricanisme. Vous allez comprendre que le Togo ne peut pas jouer. Le Togo est dans un balbutiement qui nécessite une conversion profonde du régime togolais. Si nous prenons sur le plan historique, c'est un président panafricain qui a refusé le franc CFA, qui a refusé les accords léonais et qui a dit à Paris, non, moi je ne rentrerai pas dans ce rôle, comme l'a fait Sékou Touré, comme l'a fait les nationalistes camerounais. C'est ce président qui a été tué. Ça a été le premier assassinat politique d'un président après les indépendances des années 60. Et après, on a eu combien de coups d'État en Afrique? Plus de 120 et 109 ont réussi. Voilà le Togo. Et depuis 63, eh bien, le temps s'est arrêté au Togo. Le président Sylvanus Olympio n'est même pas atterri au Togo, il est atterri au Bénin. Voyez-vous? Et donc, la France a placé à la place du régime un régime militaire dictatorial qui s'est monarchisé en 2005 et son fils a pris le pouvoir en triple coup d'État. 2000 morts. Et depuis, le Togo est une prison à ciel fermé. Une prison où il n'y a pas de liberté pour les partis politiques, les organisations de la société civile. On ne peut même plus aujourd'hui se réunir au Togo pour une association. Hier, c'était le dimanche passé, la société civile togolaise a voulu faire une rencontre dans un lieu clos. La police est arrivée et les a dispersés. Donc, il n'y a pas possibilité aujourd'hui de se rencontrer tout simplement dans un lieu clos au Togo. Et vous pensez que ces gens-là sont pour la démocratie, tout ça? Et le fait même que Faure Gnassingbé va aller chercher la service de négociation pour les ramener, c'est comme si des gens se libèrent de la prison. Et puis, bon, il y a un cancre dans la prison qui va aller convaincre les autres pour dire non, revenez dans la prison parce qu'il y a le bonheur dans cette prison. On va vous donner quelques bonbons,
on va enlever les sanctions, on va les diminuer, etc. Et puis bon, vous allez revenir. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Faure Gnassingbé ne comprend pas que l'Afrique veut se libérer. Et sur les fondamentaux, on veut relancer le continent et ça passe par une rupture épistémologique, rupture idéologique pour repenser l'Afrique dans ses fondements. Et ça ne peut plus se faire dans le cadre, n'est-ce pas, de la France-Afrique, ni de ses relations yo-yo et que les Occidentaux essaient de maintenir. Je terminerai pour dire que je ne sais pas si vous suivez un peu le cataclysme géopolitique qui se passe dans la région. Les Américains sont en train d'installer des bases de drones dans tous ces pays côtiers pour contenir, comme il le fait pour la Chine, l'endiguement de la Chine, pour contenir l'AES parce qu'il estime que les Russes s'installent au cœur du Sahel. Il faut absolument qu'on mette une ceinture, n'est-ce pas, au niveau de la côte. Pour sortir, M. Chelou, en 30 secondes, on sort pour ce premier jet. Pour contenir l'AES. Et donc, c'est très, très dangereux. Et si les Africains ne se mobilisent pas, eh bien, c'est une guerre qu'on veut imposer aux Africains pour pouvoir les tuer, tout simplement parce que ces Africains ont décidé de se libérer de la pauvreté, de la domination, de la prédation. Et ça, je pense que les médias, conformes les médias, ont un rôle important dans l'éveil des consciences pour sonner cette mobilisation pour libérer le continent africain. Merci à vous. Alors, Habib Boubacar Touré, ces émissaires qui sont arrivés chez vous à Niamey depuis le début de cette semaine, le premier d'entre eux a été entre autres le ministre togolais de l'administration territoriale. Sa présence a été logiquement justifiée parce que le Togo a été l'un des pays à avoir refusé justement de fermer ses frontières en allant, entre autres, ou du moins en prenant la CEDEAO par un contre-pied parfait au lendemain du mouvement de révolution. On s'est dit clairement que voilà, il était donc logique qu'au moment de ce retrait coordonné, que le ministre togolais de l'administration territoriale vienne logiquement du côté de Niamey pour apporter les assurances nécessaires du gouvernement togolais quant à l'accompagnement de la transition nigérienne. Mais quand vous voyez, entre autres, le président Faure Gnassingbé recevoir le ministre malien des Affaires étrangères et parler désormais de médiation pour trouver une solution, voire un terrain d'entente, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par là? Habib Boubacar Touré, Anatole Albert Aïssi a dit oui, on peut apprécier la médiation, mais il est hors de question de penser à un retour de ces trois pays au sein de la CEDEAO. Pour Talo Talo, il n'y a aucune chance que cette médiation aboutisse. Un point de vue également partagé justement par M. Chelou Lawson qui ne semble pas, mais alors pas du tout emballé par cette nouvelle tentative du président Faure Gnassingbé. À quel niveau vous situez-vous concrètement, Habib Boubacar Touré? Monsieur Nguéné, je voudrais d'abord saluer le peuple togolais pour son hospitalité, son engagement dans toutes les crises qui touchent l'Afrique et dans sa capacité à chercher des solutions africaines aux problèmes africains. Et à travers le peuple togolais, je voudrais rendre hommage au leadership du président Faure Gnassingbé. Il tarde certes à réellement poser des actes louables de démocrate et dans le sens des droits de l'homme à l'intérieur, mais qui ne rate jamais une occasion sur le plan continental et régional de s'impliquer pour retrouver des solutions africaines aux soucis, aux difficultés qu'on rencontre les autres pays africains. Le président Faure Gnassingbé était le médiateur dans la crise, c'est que j'appelle la dernière bataille de la CEDEAO avec les pays de l'AES, c'est-à-dire la situation du Niger. Il a réussi à démontrer quand même qu'il y avait une lueur d'espoir de sortie de crise, notamment avec la libération du fils Bazoum et avec son accueil au Togo. Le Niger et les peuples de l'AES et même de toute l'Afrique avaient espéré qu'il y allait avoir un dégel de la situation entre le Niger et la CEDEAO, parce que le Niger a démontré sa capacité à vouloir discuter et sa bonne volonté en posant cet acte-là. Et malheureusement, la mauvaise foi étant
une des caractéristiques de la CEDEAO et des chefs d'État qui l'animent aujourd'hui, a fait en sorte que les négociations ne puissent pas avancer. Et le dimanche notamment, vous avez observé que le Niger, le Mali et le Burkina ont pris leur destin en main en quittant de façon formelle la communauté ouest-africaine, notamment la CEDEAO. Oui. Aujourd'hui, de négociations, je ne pense pas qu'on ait la même grille de lecture. Je vais citer le président Ibrahim Traoré, qui est pour le moment le seul des trois à s'être exprimé sur la question. Oui. Pour lui, oui, pour lui, la CEDEAO et pour les peuples d'ailleurs de l'AES, la CEDEAO c'est fini. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. La CEDEAO est finie. L'itinéraire que nous avons emprunté, c'est un chemin de non-retour. Ça, je suis vraiment en train de le citer. Et il a rappelé le fait que la charte du Liptako est une charte qui prévoit un élargissement pour les pays africains qui veulent bien vouloir nous rejoindre dans la nouvelle dynamique. Oui. Alors, quand j'observe une médiation du Togo aujourd'hui, je ne pense pas que le Togo puisse prendre l'option de vouloir renégocier les États de l'AES pour revenir au sein de la communauté. Je pense plutôt à une médiation qui permettra à ce que ce divorce-là soit moins douloureux entre les États de l'AES et la CEDEAO. Vous avez certainement observé le communiqué du Nigeria au lendemain du communiqué des 3 pays de l'AES pour annoncer leur retraite, qui annonçait déjà prendre acte de la décision souveraine de ces États-là pour quitter la communauté et être disposés à travailler avec ces États. Cela suppose que les grands pays comme le Nigeria se mettent déjà dans la posture d'accepter quelque chose qui est légal et légitime, puisque les textes même de la CEDEAO prévoient que tout État peut décider de se retirer à tout moment. La médiation aujourd'hui du Togo ne peut servir qu'à organiser cette sortie. Oui. Dans le communiqué, il était annoncé que ça allait être une sortie sans délai. Et au départ, tous les observateurs s'accordaient à dire que, puisque la CEDEAO même ne respecte pas ces textes, il n'était pas question aussi pour les États de l'AES de respecter une quelconque procédure de sortie, notamment l'article 91 qui prévoit que le processus de sortie prendrait un an à partir de la notification officielle. Et le lendemain, vous avez observé que les 3 pays, tous ont envoyé la notification officielle. Tout à l'heure, Albert Aïssi rappelait rien que le volet économique et financier, notamment la Banque ouest-africaine de développement, dans laquelle ces 3 pays qui ont décidé aujourd'hui de prendre leur destin en main sont aussi actionnaires au même titre que les autres. Donc, pour organiser la sortie de ces États-là, le Togo peut être ce médiateur-là qui allait faciliter, qui allait permettre à ce que le divorce ne soit pas douloureux. Et autre chose aussi, le rôle que le Togo peut jouer aujourd'hui, c'est que le Togo peut faire en sorte que quand les éléphants se battent, que les herbes et les fourmis ne puissent pas en pâtir, notamment les peuples des États du Sahel et les peuples de la CEDEAO. Et quoi qu'on dise, de par la géographie et de par l'histoire, aujourd'hui, les peuples de ces 2 entités régionales se confondent, vivent ensemble. Et il faut éviter que la décision souveraine prise au niveau de ces États-là puisse également impacter les peuples au niveau de leur vie quotidienne, notamment à travers la libre circulation des biens et des services, à travers l'installation ou l'établissement des citoyens des uns et des autres chez les uns et les autres, notamment quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, qui a plus de 8 millions entre Burkinabés et Maliens, ne serait-ce que pour ces 2 communautés-là seulement. Et la Côte d'Ivoire qui a également des ressortissants dans pratiquement tous les 3 pays de l'AES. Donc, c'est ce rôle-là de facilitateur, je n'appellerai pas de médiateur, mais de facilitateur que le Togo est en train certainement de jouer. Mais il n'est plus question de parler d'un quelconque retour des États de l'AES dans la CEDEAO, tel que nous l'avons connu
jusqu'au 26 janvier dernier. Cette CEDEAO-là, elle est définitivement morte, elle est en train d'être enterrée. Maintenant, la nouvelle dynamique, c'est de travailler à ce que nous ayons une vraie et une grande communauté ouest-africaine autour des valeurs africaines. Vous avez vu la différence entre la charte du Liptako et tout ce qui a été instrument de coopération entre les États jusqu'ici. C'est d'abord le fait que la charte du Liptako prévoit d'abord un fonctionnement sur nos propres capacités financières. Il n'est pas question de permettre à ce que d'autres viennent apporter des ressources à travers lesquelles ils vont nous dicter une conduite. Et la deuxième chose, c'est que la charte du Liptako ne prévoit pas du tout toute forme de sanctions ou de coercion. Nous sommes ensemble pour construire, pas pour détruire. Donc on ne comprend pas, même si par ailleurs, même les sanctions qui ont été prises aujourd'hui à l'encontre du Niger et du Mali et du Burkina il y a quelques années, sont complètement illégales, puisqu'elles n'existent dans aucun texte qui régit ces organisations-là. Néanmoins, c'est important de rappeler que l'AES, en se construisant sur la base de liens culturels, socio-culturels, géographiques et sur la base de la proximité des peuples, fait que c'est d'abord une institution qui est créée par les Africains, pour les Africains, pour pouvoir être également financée par les ressources dont nous disposons. Je rappelle que nous ne sommes pas pauvres, nous sommes très loin d'être pauvres, mais on a tout fait pour nous maintenir dans la pauvreté. Pour preuve, le Niger, auquel on a prédit de ne pas pouvoir tenir ne serait-ce que 2 semaines, parce que, étant un pays qui est dépendant des ressources venant de l'extérieur, le Niger vit très bien depuis 6 mois et on ne peut pas, comment on appelle ça, dire que le Niger est pauvre. Le Niger était mal géré, le Niger était pillé, le Niger était volé et le Niger était spolié. Voilà pourquoi on a toujours prôné le fait que le Niger est le dernier pays du monde. Un narratif qui a disparu depuis pratiquement 7 mois aujourd'hui, parce que le Niger a repris ses destins en main. Le Niger est dans une démarche commune aujourd'hui avec les États de l'Alliance du Sahel, qui est un instrument à même de démontrer que ces 63 dernières années, pour ne parler que des indépendances factices que nous avons reçues en 1960, étaient de la supercherie et de la duperie contre le peuple au profit d'une minorité et d'une élite. Merci à vous, Habib. Pour sortir des pays, il est hors de question justement de parler d'un rétropédalage. Vous l'avez relevé, à écouter à Habib Boubacar Touré, il est plutôt question aujourd'hui de consolider l'alliance des États du Sahel, mais surtout de trouver les mécanismes qui permettraient à d'autres États d'adhérer à cette dynamique. Absolument, mais il ne faut pas que le retrait, n'est-ce pas, du Niger, du Mali et du Burkina Faso, de la CEDEAO, aille en peu de profit. Il y a quand même un contentieux qu'il faut solder avec la CEDEAO, notamment le jet des avoirs de ces 3 États, notamment du Mali et du Niger. Donc il s'agit des avoirs des États et non des dirigeants. Des dirigeants nigériens, voire maliens ou encore burkinabés. Absolument, il faut donc que les avoirs des États qui sont gelés, du fait de ces sanctions, soient reversés, n'est-ce pas, aux États maliens et nigériens. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous entendez beaucoup de bavardage sur les plateaux de télévision, notamment du côté de l'Hexagone, qu'il faut comprendre, oh, ils ne vont pas tenir. Parce que c'est des pays pauvres, ils sont enclavés, ils n'ont pas, n'est-ce pas, de façade côtière, ils dépendent essentiellement n'est-ce pas, des ports de Lomé, du Togo, au Togo, du Sénégal, du Nigeria et consorts. Et ils ne vont pas tenir. Et le même narratif est repris encore par certaines populations. C'est-à-dire du côté du Niger, tant du côté du Niger, du Burkina Faso, comme du côté du Mali. Je voudrais ici leur faire comprendre 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de révolution sans secousse. Nous qui sommes sur ce plateau tout le matin, nous subissons des pressions. Du fait de nos prises de position. Nous avons certaines portes qui nous sont fermées du fait de nos prises de position. Ça fait partie, n'est-ce pas, du prix à payer pour la liberté. Parce que vous pouvez vous demander une chose.
et son contraire. Oui. Vous voulez l'indépendance, vous voulez la souveraineté de vos États, mais il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est qu'à un moment donné, il faut des sacrifices. Des sacrifices du point de vue existentiel, c'est-à-dire que vous pourrez quelquefois subir l'inflation, ça peut arriver, et au niveau de la circulation des personnes et des biens, il pourrait avoir des surtaxes, il pourrait avoir, n'est-ce pas, certains produits qui vont manquer, comme c'est le cas par exemple du côté du Niger, où vous avez quand même une rupture presque totale des médicaments dans certaines pharmacies. C'est du fait des sanctions inhumaines, illégales de la CEDEAO, qui n'a pas vocation et qui se base sur l'illégalité, sur le non-droit, pour, n'est-ce pas, appliquer des sanctions. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pays qui ont décidé de dire que non, l'attelage CEDEAO Paris ou l'attelage CEDEAO Union Européenne, ça ne marche pas. Bien au contraire, ça dessert nos intérêts, ça dessert les intérêts de nos populations, de nos États. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est dans les situations difficiles qu'il faut véritablement faire preuve de créativité, d'inventivité, de résilience. Je voudrais quand même vous rappeler, c'est important de se baser sur ce qui se passe ailleurs, sur l'histoire ou bien sur le factuel. Nous sortons par là. La Corée du Nord est sous embargo. Le Cuba est sous embargo. L'Iran est sous embargo. Mais qu'est-ce que ces pays ont développé? Ils ont développé la résilience. C'est-à-dire que ça a permis, ces divers embargos leur ont permis non seulement d'être résilients, mais d'être innovants, d'être créatifs. Et ça a permis justement aujourd'hui que, contrairement aux résultats attendus, c'est plutôt l'inverse. Ça a été la même chose du côté du Mali. Le Mali a été sous sanctions, sous embargo. On a pensé pouvoir instrumentaliser, n'est-ce pas, le peuple malien pour le pousser à se révolter contre le dirigeant actuel. Malheureusement, c'était les mauvais calculs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important que ce que nous faisons chaque matin puisse créer, multiplier cette masse critique qui va conscientiser les populations, nos populations, pour leur faire comprendre que si vous voulez l'indépendance, si vous voulez la souveraineté, si vous voulez la liberté, si vous voulez que les bases militaires étrangères partent de votre pays, si vous voulez que nos ressources, les matières premières, nos ressources, les ressources de nos États qui sont notre propriété, nous appartiennent et nous profitent, il faut que les prédateurs s'en aillent. Et c'est le prix à payer. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi je salue, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, le courage des populations du Niger, le courage des populations du Burkina Faso, je salue la résilience n'est-ce pas, des Maliens. Voilà, merci à vous. Anatole Albert ici, M. Chelou Lawson, pour sortir en 1 minute 30 de ce sujet avant que nous prenions la deuxième thématique, parlant justement de la sortie du président du Burkina Faso. Alors, M. Ché, ici, le véritable objectif du Togo, ou du moins de cette implication du président Faure Gnassingbé, n'était véritablement pas de convaincre les États de l'Alliance du Sahel de revenir au sein de la CEDEAO, mais si le véritable objectif était ailleurs, M. Chelou Lawson. Qu'est-ce que peut être la volonté ou, je dirais, la diplomatie togolaise? D'abord, je dois quand même dire tout mon étonnement. Oui. Je suis un peu estomaqué, scandalisé par les propos de mon ami et frère Boubacar Touré, qui salue, n'est-ce pas, une certaine clairvoyance de Faure Gnassingbé, parce que, bon, voilà, il s'implique dans, je dirais, des négociations pour permettre que... Mais si c'était véritablement cela, M. Chelou Lawson, on ne peut pas nier le rôle qu'a joué le Togo depuis la révolution du 26 juillet. On ne peut pas... botter en brèche le fait que le Togo ait refusé, par exemple, de fermer ses frontières avec le Niger. On ne peut pas refuser cela. D'abord, la CEDEAO, en tant qu'organisation, a les mécanismes internes quand un pays décide de se retirer, d'activer ces mécanismes internes pour qu'on n'a pas besoin d'une négociation d'un médiateur pour que ces mécanismes se mettent en place. Il y a eu des pays qui sont sortis de la CEDEAO, le cas de la Mauritanie par exemple. Voyez. Et donc, il y a des mécanismes internes en tant qu'organisation pour pouvoir gérer
n'est-ce pas, le retrait des pays membres. De ce point de vue, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un négociateur attitré qui essaie, n'est-ce pas, d'arranger l'exemple. Aujourd'hui, il s'agit de se positionner pour ou contre. Il ne s'agit pas d'avoir une position mitoyenne, essayer en même temps de mettre élargir et le faire ensemble et jouer, n'est-ce pas, l'équilibrisme ou à l'écart, au grand écart, pour se donner une posture d'homme de paix, tout en créant des conditions de vie difficiles pour ses propres citoyens. Ça n'a pas de sens. Pour nous, le Togolais, ça n'a pas de sens. Si c'est comme ça qu'on conçoit le panafricanisme, bien évidemment, on va pouvoir peut-être donner Fonya Singé aux Nigériens, puisqu'ils l'aiment si bien, et pour qu'ils puissent venir les diriger. Ils vont assumer une dictature militaire depuis plus de 50 ans. Vous voyez, est-ce que les Nigériens accepteront vivre sous une dictature de plus de 60 ans? C'est seulement en Afrique qu'on voit ça. Et donc, j'invite quand même les panafricains, sur cette question très douloureuse pour les Togolais, de faire attention au niveau des mots, parce qu'on ne peut pas, c'est du masochisme. Nous, on souffre. Ça fait 60 ans, là. On ne parle pas de 10 ans, on ne parle pas de 5 ans, on ne parle pas de 20 ans, on parle de 60 ans. Et il y a un projet de Fonya Singé de changer la Constitution pour un mandat de 7 ans. Un mandat de 7 ans. Vous imaginez, ça veut dire qu'il veut encore ajouter 14 ans à ses 20 ans et même battre le record de son papa. Nous sommes dans cette configuration et on vient nous dire tout simplement que le peuple togolais a été aux côtés du peuple nigérien dès le premier jour. Ouais. Et le peuple togolais a fait en sorte que le port, même si le gouvernement togolais s'y opposait, le peuple togolais s'est mobilisé pour que le port du Togo, qui est le seul port en eau profonde de la sous-région, puisse servir tous les pays du Sahel. De ce point de vue, il n'y a même pas de discussion. Mais il ne faut pas confondre la volonté d'un peuple, la solidarité d'un peuple, avec des formes, avec des régimes de dictature. Prenez le régime de Fonya Singé sur toutes les coutures, sur les fondamentaux. Quand vous prenez le franc CFA, est-ce que vous avez entendu Fonya Singé sur la question du franc CFA une seule journée? Est-ce que vous avez entendu Fonya Singé sur les questions des accords léonais, les accords, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau des ressources minières? Est-ce que vous l'avez entendu sur quel sujet panafricain? On peut se dire, au moins sur ce sujet-là, il est quand même cohérent avec le panafricanisme. Il n'y a pas un seul. Donc, ce n'est pas parce qu'il joue au chrysanthème, parce que, bon, voilà, il essaie de trahir les autres, qu'on peut donc l'apprécier. Moi, j'aurais même préféré qu'il soit loyal, n'est-ce pas, à la CEDEAO, parce que la CEDEAO a pris une décision. Il était à Abuja quand les sanctions étaient prises. On n'a pas senti que sa voix et puis qu'il ait pu tenir une position contraire. Il a assumé, n'est-ce pas, cette décision, et c'est après qu'il tourne Kazakh pour essayer de créer des couloirs de façon à soulager les pays du Sahel. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que sur les fondamentaux... Pour sortir, M. Chi, pour sortir... Sur les fondamentaux, il faut être cohérent. Oui. Et il n'y aura pas de panafricanisme quand une partie des Africains vont souffrir la croix et la bannière, et on pense que c'est une affaire interne, c'est une politique interne, et c'est pas assez grave. L'essentiel, c'est qu'ils puissent, au niveau sous-régional, essayer de pouvoir négocier ou avoir cette posture de négociation. Donc, il va courir un peu partout quand il s'agit d'aller libérer les prisonniers, les 49 prisonniers au Mali. On le voit courir sur le dossier, alors qu'il y a des centaines de prisonniers au Togo qui meurent chaque jour. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de pouvoir soutenir, n'est-ce pas, le coup d'État au Niger, on le voit courir, alors que, n'oubliez pas, la politique togolaise est très dangereuse. C'est de Lomé que les assassins de Sankara sont partis. Il ne faut pas l'oublier. C'est de Lomé que
les armes passent pour soutenir la rébellion en Côte d'Ivoire et qui a amené le régime de Gbagbo à tomber. C'est de Lomé que Charles Taylor trouve ses armes. C'est de Lomé que les diamants de Savimbi passent. Merci, monsieur Ché. C'est une plateforme dangereuse pour la sous-région. Voilà. Si vous ne le prenez pas en considération, eh bien, tout ce que nous montons comme élucubation sur le panafricanisme, on aura un jour nos yeux que vous plairez. Voilà. Je voudrais quand même tirer la sonnette d'alarme sur cette question et convoquons l'histoire. Savons, sans l'historicité, n'est-ce pas, de la politique africaine, on va se barrer sur toute la ligne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, sur le deuxième sujet... Nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants. Nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants, M. Cheilou Lawson, sur ce deuxième sujet, revenant justement sur la sortie du président burkinabé qui parle les dirigeants de la CEDEAO, traitant certains de putschistes. Il a dit, il a affirmé et il a assumé ses propos, le président du Burkina Faso, bien avant de passer, parce que je vois dans la deuxième thématique apparaître, on aura l'occasion de revenir sur la thématique en question, voilà. Mais vous souhaitez rebondir rapidement, peut-être en 1 minute 30 également, Habib Boubacar Touré, en rappelant bien sûr qu'en direct de la Suisse, M. Talon est toujours avec nous. Vous souhaitez rebondir rapidement, Habib Boubacar Touré, pas pour apporter une nouvelle polémique, mais juste pour préciser votre position par rapport justement au rôle du Togo. Oui, merci M. Nguéné. Je pense que dès l'entame de mes propos, j'avais salué le peuple togolais. Oui. Mes propos n'étaient pas pour oublier ou taire les douleurs et les difficultés du peuple togolais. D'ailleurs, j'ai même rappelé Faure Gnassingbé sur la nécessité de se repositionner sur un plan démocratique et même des droits de l'homme dans mes propos. Tout ce que je voulais souligner, c'était que quand même, pendant que tous les chefs d'État de la sous-région étaient complètement obscurcis, leur vision était obscurcie sur la situation du Sahel, Faure Gnassingbé s'est distingué par le fait d'avoir quand même une réaction un peu plus sage en décidant d'aller même à l'encontre de la décision de la conférence des chefs d'État et de prendre langue avec le Niger et le Mali dans le cadre aussi de la question des 49 soldats ivoiriens. Et l'autre chose aussi, c'est que je voudrais rappeler à mon grand frère Cheilou Lawson, oui. Le peuple béninois, plus de 99%, je suis convaincu, et avec le peuple nigérien. Néanmoins, quand leur leadership, notamment Patrice Talon, n'a pas accepté, le port nous a été fermé, la frontière également. Donc, en disant que Faure Gnassingbé a joué un rôle crucial dans la question du Sahel et notamment du Niger, ce n'est pas pour cracher sur les douleurs du peuple togolais, c'est pour juste souligner des actes concrets qui ont quand même été posés ces derniers mois, qui ne lui donnent pas une nouvelle virginité sur le plan démocratique, encore moins sur le plan des droits de l'homme. Voilà ce que je voudrais préciser par rapport à ma première sortie. Voilà. Merci. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. Messieurs, parlons de la sortie du président burkinabé, le capitaine Ibé, comme on l'appelle affectueusement. CEDEAO, il y a beaucoup de putschistes parmi eux, a donc clairement affirmé le président du Burkina Faso dans une interview diffusée il y a quelques heures seulement. Le président burkinabé s'en est donc pris à ceux qui affirment que les pays de l'Alliance du Sahel ont quitté la CEDEAO parce que l'organisation ne veut pas qu'il reste, entre autres, au pouvoir. Pour lui, le terme putschiste utilisé par ses homologues n'a pas lieu d'être. Parmi ces derniers, certains sont également des putschistes. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, la situation actuelle ne relève pas uniquement d'une question de putschistes, civils ou même militaires. Il souligne que l'utilisation du terme putschiste sert parfois de masque. Dans ses propos, il rappelle qu'au sein de la CEDEAO, M. Talon, certains présidents sont également des putschistes, mais se proclament démocrates. Que faut-il comprendre par là, Talon? D'abord, il faut rappeler que aucun des 3 chefs d'État dont on parle n'a fait un coup d'État. Ni Ibrahim Traoré, ni Assimi Goïta, ni Abdourahmane Kotiani n'a fait de coup d'État.
ces présidents ont accompli la volonté de nous, les peuples. Tout le monde a vu, Oui. sauf les aveugles, les Ivoiriens. Moi, je ne parle pas des gens de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les gens qui n'ont pas vu, ou les gens qui sont sourds. Parce qu'on peut ne pas voir, mais on peut entendre. Donc, les Ivoiriens et les malentendants. Je ne parle pas des Ivoiriens, je parle des gens qui ne voient rien. Ces gens-là n'ont pas vu que le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali, le peuple du Niger s'est battu pendant des années contre l'impérialisme avant que les chefs d'État viennent accomplir le combat de ces peuples-là, qui était de se libérer de la mainmise de l'esclavage occidental. Il n'y a jamais eu un coup d'État, il y a eu des coups de révolution. Quand nous avons été à l'université à Ouagadougou, comment ça s'appelle déjà, nous avons dit ceci, moi j'avais dit ceci aux étudiants, qu'il n'y a pas eu de coup d'État chez nous au Burkina Faso. Il y a eu des élections forcées du peuple. C'est ça que j'avais dit à l'université Joseph Kizerbo. Il y a eu des élections forcées. Il n'y a pas eu de coup d'État. Le peuple a fait des élections forcées. C'est le peuple qui les a. Si le peuple ne s'était pas manifesté, ils ne seront pas là. Ils font partie du peuple, comme lui-même il l'a dit. Ils font partie intégrante du peuple. C'est-à-dire que le peuple, avec eux, c'est pas que les militaires ne doivent pas être vus comme étant une entité qui sont hors du peuple. Non! C'est des gens qui ont reçu une formation comme nous. Moi, je suis ingénieur, d'autres sont médecins, d'autres sont tel. Chacun a son métier. Leur métier, c'est pour assurer la sécurité. Mais ça ne veut pas dire qu'on les sort du milieu du peuple. Ils n'ont pas fait de coup d'État. Si, maintenant, les Occidentaux, parce que moi, je ne tiens pas compte de ce que disent. On sait bien que ceux qui sont à la tête de ce qu'on appelle la CEDEAO, c'est la Communauté européenne des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce ne sont que des enveloppes. Ce ne sont que des gens qui sont là pour couvrir. Mais si les Occidentaux, là, qui parlent, dont les gens de la CEDEAO, ce qu'on appelle les présidents de la CEDEAO, parlent en leur nom, parlent en disant que eux, c'est-à-dire les trois présidents, ont fait un coup d'État, ont fait des putsch. Alors, le général de Gaulle est un putschiste. Parce que c'est plus ou moins la même contexte, sauf que lui, le général de Gaulle, c'est un criminel puisqu'il a tué les Noirs et c'est lui aussi qui porte ce crime des Noirs aujourd'hui. Le général de Gaulle, à l'époque, il y avait un gouvernement qui était de Pétain, qui était quand même un gouvernement légal, n'est-ce pas? Si on dit que eux, ils ont fait un coup d'État, le général de Gaulle a fait un coup d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train de dire que le gouvernement de Pétain, qui était là, est un gouvernement légal, que le général de Gaulle a fait un coup d'État et que ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? On est en train de dire aux Juifs, on est en train de marcher sur la... Comme ils disent là, ils sont en train de pouvoir marcher sur la souffrance des Juifs. Ils tombent dans leur piège. Ils marchent sur la souffrance des Juifs parce qu'ils sont en train de dire que le général de Gaulle avait fait un coup d'État qu'il ne devait pas faire, qu'il devait laisser le maréchal Pétain qui collaborait avec les Allemands continuer ses crimes contre non seulement les Juifs, mais il y avait les Noirs, tout le monde là-bas. Mais en particulier, puisqu'il parle beaucoup des Juifs, eh bien, ils sont en train de cautionner le fait que le maréchal Pétain a collaboré pour pouvoir détruire les Juifs. Nous appelons les nouveaux Juifs qui sont en Israël. La France est contre vous. La France n'est pas pour vous. Parce que la France soutient le général de Gaulle. Puisque la France dit, comment dirais-je, la France condamne le général de Gaulle. Puisque la France condamne, il dit que ceux qui ont accompli le coup de révolution pour libérer leur peuple au Burkina Faso, au Niger, au Mali, sont des putschistes. Ils ne devaient pas libérer leur peuple. Donc la France ne voulait pas que le général de Gaulle libère les Français. La France ne voulait pas que le général de Gaulle vienne libérer vous les Juifs avec l'aide des Noirs. Parce que nous avons été. La France ne veut pas, Macron ne veut pas, vous les Juifs d'Israël, les nouveaux Juifs,
vous devez savoir ça aujourd'hui, que ceux qui se disent qu'ils sont pour vous, à côté de vous, en fait, en réalité, ils ne sont pas pour vous, parce qu'ils soutiennent le gouvernement du maréchal Pétain, qui vous a conduit dans l'horreur, qui est moins que notre horreur, nous les Noirs, parce que nous, c'est des millions. Vous avez 6 millions. Nous avons combien de... Combien on estime à combien depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui? Depuis l'esclavage qui n'a pas encore fini, c'est-à-dire l'esclavage physique, qui s'est transformé en esclavage monétaire aujourd'hui. Nous avons plus de 100 fois ce qu'ils vous ont fait, mais quand même, ce qu'on vous a fait. Donc il faut qu'on parle de ça aussi. Il n'y a pas eu de putsch chez nous. Nous avons fait des coups de révolution. Nous nous sommes débarrassés des Occidentaux qui volaient, et c'est de là qu'on parle de la monnaie. Puisque l'esclavage s'est transformé. On a muté l'esclavage. Tout à l'heure, chez Lawson parlait de dire, il disait que bon, mais ces banques-là n'ont pas travaillé, balance, déficit comme on appelle commercial, tout ça. On est loin de parler des balances, des déficits commerciaux. On est dans l'esclavage. Les banques-là sont une couverture pour pouvoir continuer l'esclavage. La BCAO, mais la BCAO comme la BEAC, qui est en Afrique centrale, ils sont là des couvertures pour permettre que lorsque les Africains travaillent, ce n'est pas seulement les agriculteurs, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent dans le minier, c'est pas seulement, c'est tout le monde, même les enseignants, parce que les enseignants payent les impôts. Les enseignants africains payent les impôts dans ces 14 pays. Les médecins payent les impôts. Tout le monde contribue à l'argent qui atterrit dans les comptes du Trésor français, l'argent africain, et qui est incorporé dans le budget de la France. Les Africains travaillent, les banques supervisent, la BCAO, la BEAC récupère cet argent, remonte au Trésor français, l'argent va dans le budget chaque année. Chaque année, les Africains travaillent. Et aujourd'hui, c'est la moitié de leur argent qui atterrit dans le budget. Budget. Le budget, c'est quoi? Le budget, c'est bien l'argent qu'on fait quand on arrive au début d'année. On dit que combien on a besoin aujourd'hui pour faire marcher notre pays. C'est ça un budget. Il faut le dire en termes simples. Tel ministère, on a fait ceci, on a besoin de cela, on a besoin de cela, on a besoin de faire réaliser tel projet, tout et tout. Eh bien, le budget de la France pour réaliser tous les grands projets, le projet aéronautique pour construire les avions de guerre pour aller nous détruire, construire des chars pour aller nous détruire, construire des hôpitaux où nous venons donner notre argent pour nous faire soigner, encore, et qu'on nous tue là-dedans. Et les écoles que nous disons que c'est les meilleures écoles, nous envoyons nos enfants. Eh bien, le budget de la France, c'est nous qui réalisons ces projets en France. Nous travaillons, les banques BCAO, BUAC, prennent cet argent, on les contraint de prendre cet argent et de les envoyer en France, parce que quand on vend les cotons, on vend les diamants, on vend l'or, on vend l'uranium, tout atterrit avec la vraie monnaie dans le compte du Trésor français et qui utilise ça pour développer la France. Voilà pourquoi la France est développée. En 30 secondes, Talo. En train de vivre dans l'obscurité. Nos enfants meurent. Allez, et là, excusez-moi, permettez-moi, donnez-moi encore 1 minute. Parce que là, ça fait mal. Allez-y, Talo, vous avez 1 minute. Allez-y. Oui. Quand j'entends l'Afrique du Sud a fait une plainte contre l'Israël, oui, on apprécie ça, parce que l'Israël commet des crimes en Palestine. Mais j'aurais souhaité que l'Afrique du Sud fasse une plainte contre la France par rapport à l'esclavage monétaire. Parce que derrière l'esclavage monétaire, chaque enfant africain qui tombe dans les hôpitaux, c'est à cause du franc CFA. Comptez par seconde. Combien d'enfants africains meurent aujourd'hui? Je parle que des enfants, je ne parle pas des adultes. Mais si vous prenez en général la population africaine des 14 États qui meurt chaque seconde, par jour, chaque seconde, dans les hôpitaux africains, même pas dans les hôpitaux, des fois, qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un hôpital. C'est à cause du franc CFA. Si vous comptez le nombre, ce qui se passe en Palestine, c'est une goutte d'eau dans la mer. Merci. Puisqu'on ne voit pas les liens directs, eh bien, on pense que ça, il n'y a pas d'effet.
L'Afrique du Sud aurait dû plainter la France parce que l'Afrique du Sud a démontré qu'elle a la possibilité. Elle aurait dû plainter la France pour esclavage, continuation de l'esclavage, parce que toute l'Afrique s'était mobilisée pour défendre l'Afrique du Sud. Voilà. Merci. Merci à vous, Tallo. Tallo, il nous reste encore 15 minutes à passer ensemble, messieurs. Alors, Monsieur Shea Elou Lawson, qu'est-ce qu'il veut dire par là, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle des dirigeants, de certains dirigeants de la CEDEAO, ou du moins quand il qualifie certains dirigeants de la CEDEAO comme étant des poutistes? Pour lui, ces mouvements de révolution qui se déroulent entre autres du côté de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas qu'une affaire de militaires, civils ou encore de poutistes. Il revient en assurant clairement que, voilà, ou du moins en assumant ses propos, disant que ceux-mêmes qui les qualifient de poutistes, eux-mêmes sont poutistes. Quel est le message qu'il veut passer par là et de qui parle-t-il, Monsieur Shea Elou Lawson? J'ai raté une partie de la question. Alors, M. Shea Elou Lawson, je vais répéter la question rapidement pour vous. Alors, je disais, dans sa sortie, dans cette interview diffusée il y a quelques heures seulement, le président Ibrahim Traoré qualifie certains dirigeants de la CEDEAO comme étant des poutistes. Les mouvements de révolution en Afrique de l'Ouest ne sont pas qu'une affaire de militaires, poutistes ou même de civils. Il est revenu en qualifiant certains dirigeants de la CEDEAO de poutistes. De qui parle-t-il précisément et quel est le message qu'il voudrait passer par là? Je pense d'abord, je voudrais saluer le président Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est l'étoile Sirius dans la cosmogonie Dogon qui brille de tous ses feux pour l'Afrique, pour le Burkina, pour le Mali, pour le Niger, mais aussi pour toute l'Afrique. Ce président, c'est l'incarnation, n'est-ce pas, de ce que l'Afrique a de plus cher, de ce que le pays des hommes intègres ont de plus cher, c'est-à-dire la dignité, la loyauté, la détermination, le courage, le sacrifice de soi. Ce jeune président prend toutes ces valeurs. On a le sentiment, en tout cas, que c'est Sankara réincarné, mais Sankara pragmatique, avec une vision, une force de caractère, une détermination qui devrait non seulement inspirer tous les dirigeants africains, en tout cas la jeune génération. Je vois encore ce président devant le président de la Fédération de Russie, Poutine, l'homme le tout-puissant, l'homme le plus puissant au monde, qui, avec une facilité, parlait avec lui d'égal à égal, mais aussi réclamait, n'est-ce pas, les centrales nucléaires. C'est du jamais vu dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'Afrique, de l'humanité, de voir cette audace, ce courage, ce sens même de la vérité, de l'engagement pour le bien-être collectif. Je voudrais donc saluer son discours, saluer l'homme, saluer donc toute son équipe, mais aussi les forces de défense et de sécurité du Burkina, saluer les VDP. En tout cas, ils forcent notre admiration. Et nous, Togolais, on a même le sentiment de souhaiter que le président Ibrahim Traoré étende sa gouvernance sur le Togo. Et c'est ça aussi que les Sahéliens doivent comprendre. C'est-à-dire l'avenir du Sahel, c'est qu'ils fassent tout pour que le Togo change de régime. Si le Togo change de régime, eh bien, le port togolais leur sera disponible à vitam. Ce ne sera pas la propriété d'un homme ou d'une famille, mais ce port-là leur sera ouvert. Donc l'avenir du Sahel passe également par la libération du Togo. Il ne faudrait pas qu'il l'oublie. La petite porte, la petite politique serait tout simplement d'applaudir Faure Gnassingbé, de croire qu'il est en train de faire des merveilles, alors que c'est le cheval de Troie qui va constituer, n'est-ce pas, une gangrène, une plaie, et qui pourrait les mettre en difficulté d'un jour à l'autre, puisque la France-Afrique, le cœur automatogène de la France-Afrique, c'est au Togo. Alors, le discours du président, quand il évoque les poutistes, il a raison de les évoquer, parce que la CEDEAO est en contradiction avec ses propres principes, avec ses propres valeurs. La CEDEAO qui a élaboré
le protocole de démocratie avec un protocole additionnel et qui est allé même jusqu'à vouloir que les mandats dans l'espace CEDEAO se limitent à 2, eh bien, quels sont les pays qui se sont opposés? Le Togo et comment on appelle, le pays de Yaya Jammeh. C'était les 2 pays qui s'y sont opposés et qui a fait que ce protocole n'a pas été adopté par l'ensemble de la sous-région. Yaya Jammeh est tombé, le Togo est revenu à la charge et aujourd'hui, on veut limiter le mandat à 2. Aujourd'hui, le Togo, qui est toujours en train de donner le mauvais exemple dans tous les domaines. Le premier coup d'État en Afrique, après les indépendances, c'est au Togo. Dans les années 90, quand il y a eu la démocratie, l'espoir des peuples africains d'embrasser la démocratie, les premières attaques contre le régime de transition démocratique, c'est au Togo. La constitution qu'on tripatouille pour que le président se représente 2-3 fois, c'est au Togo. À la mort de Yadema, la succession dynastique dans le sang, avec des militaires qui viennent faire du salut à la télé pour dire le prochain président c'est lui. Et depuis là, il s'est imposé. C'est au Togo. C'est au Togo où on parle maintenant de 5e mandat, voyez-vous. Et donc, ces exemples-là, je ne sais pas comment ça ne peut pas nous parler et pour nous éveiller à comprendre que nous sommes dans un jeu diabolique et que le Togo ne peut pas servir d'exemple pour nous. Donc, quand on parle de putschisme, c'est au Togo. Et vous savez ce que la CEDEAO a fait? C'est la CEDEAO qui s'est fait elle-même aujourd'hui harakiri, parce que quand il y a des mains morts, eh bien, la CEDEAO est venue soutenir ce changement dynastique dans le sang en violation de la constitution togolaise. Et vous savez qui était président de la CEDEAO? Un Nigérien, Mamadou Tandja. C'est Mamadou Tandja qui est venu à Lomé, qui a validé le coup d'État et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes pris avec ce régime qui est en train de se préparer pour encore un septennat. Voilà la situation. Quand on parle de coup d'État, quand on parle de putschisme, c'est Alassane Ouattara. Vous savez les conditions dans lesquelles Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir au nom de la démocratie, au nom de l'alternance, parce que Gbagbo, on accuse Gbagbo qui n'a pas fait les élections et qu'il n'a fait que 10 ans au pouvoir, mais on a mobilisé toute la communauté internationale pour le déloger. Mais Ouattara est en train de faire quoi? Un 3e mandat et il prépare un 4e mandat en violation des constitutions. Donc quand le jeune président voit tout ça, il a raison, n'est-ce pas, de dire que la CEDEAO, c'est des coups d'État. Quand on va plus loin, quand on prend les autres pays également, on retrouve encore, ce soit des anciens généraux devenus démocrates ou encore des putschistes qui ne tripatouillent pas la Constitution. Eh bien, quand on parle de tripatouillage, de coup d'État constitutionnel, c'est des civils qui le font. Le cas d'Alpha Condé, par exemple. Vous voyez? Et ces gens-là qui décident de l'avenir de la CEDEAO et qui cherchent à imposer des sanctions. Ils ne comprennent pas que nous sommes dans une rupture et que les militaires patriotes qui étaient outillés, l'armée, le bras de la France-Afrique, qui étaient outillés pour mater la population, pour massacrer la population, eh bien ces militaires ont pris conscience, se sont dit non, on ne va pas continuer dans ce jeu. Ils ont fait corps avec la volonté du peuple. Talon l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas des coups d'État, c'est plutôt des militaires qui ont pris leurs responsabilités en soutien avec leur peuple pour dire qu'il faut changer les choses, que ça suffit, cette forme de gouvernance qui se moque de l'intelligence des Africains, qui infantilise les Africains et qui les maintient dans une forme de prédation, de domination et d'appauvrissement. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. Donc, en 30 secondes, pour sortir, M. Ché. On ne peut pas parler de coup d'État. Et donc, ce président, non seulement sur la question de la gouvernance, a posé la problématique, mais aussi sur la question, n'est-ce pas, de l'éthique, de la gouvernance du point de vue du refus de la corruption. Imaginez l'exemple qu'il a donné. 400 milliards pour soutenir, pour que l'État burkinabé puisse soutenir l'essence et le gasoil dans le pays. Et ils ont fait de l'économie et aujourd'hui, ça leur coûte que 100 milliards. Ça veut dire que les 300 milliards se volatilisaient dans la nature pour des régimes élus démocratiquement. Vous comprenez que on marche sur la tête là dans nos pays africains avec des dirigeants qu'on croit voter, etc., des démocraties, mais en réalité, qui sont en train de
blaguer avec la vie des Africains. Donc, de ce point de vue, on ne peut que soutenir le discours du président Ibrahim Traoré et mobiliser les panafricains pour soutenir ce président qui inspire, qui donne la force d'aller de l'avant et qui permet de croire à l'avenir de l'Afrique, à l'avenir du panafricanisme. Merci à vous, M. Cheilou Lawson. Merci à vous. Alors, Habib, pour ce dernier tour de table, quel est le message derrière ces propos du capitaine Ibrahim Traoré? Que veut-il dire en qualifiant certains dirigeants de la CEDEAO de putschistes, ceux-là même qui parlent de ces dirigeants de l'Alliance des États du Sahel comme étant aujourd'hui des putschistes, avec notamment pour but ultime de s'éterniser au pouvoir? Bon, déjà, la première des choses qu'il veut relever, c'est que ils sont combattus pas parce qu'ils sont des putschistes, mais ils sont combattus parce qu'ils ont une nouvelle vision, une nouvelle façon de mener la gouvernance de nos États en les extirpant de ceux qui ont toujours pillé nos ressources. Et de l'autre côté, c'est un secret de polichinelle. Vous regardez aujourd'hui autour de la table de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, notamment les 12 pays qui sont encore membres de cette conférence, je ne pense pas que vous ayez trouvé un seul qui n'est pas putschiste dans le vrai sens du terme. Prenez Alassane Ouattara, 3000 morts avant qu'il ne puisse accéder au pouvoir. Ensuite, il est en train de faire son 3e et préparer son 4e mandat avec un tripatouillage de la Constitution, pendant que la CEDEAO regardait de l'autre côté. Nana Akufo-Addo, le Ghana, le grand Ghana qui a été une grande démocratie, mais qui est perverti depuis l'arrivée de ce monsieur à la tête du Ghana, il est allé jusqu'à déchoir la présidente de la commission électorale, alors que, de par les textes ghanéens, ce poste-là, il est inamovible. Il n'avait aucun droit légal de pouvoir la débarquer de son poste et nommer un sous-fifre qui allait lui permettre de remplir pour un second mandat, puisque sachant qu'il ne pouvait pas battre le président Dramane, l'autre Mamani, qui était en face de lui. Vous regardez de l'autre côté ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, une élection dont les dés sont pipés d'avance, puisque des candidats qu'on présageait pouvoir vaincre cette élection et qui ont le soutien populaire ont été empêchés de participer. Juste à côté, en Gambie, de Yaya Jammeh aujourd'hui, Adama Barrow, qui a, il faut le rappeler, prêté serment au Sénégal et qui s'est fait installer avec les troupes sénégalaises, qui, si vous vous rappelez, en 2016, était dans une coalition de l'opposition qui l'a porté comme le candidat unique de l'opposition, avec un deal qui faisait qu'au bout de 3 ans, il devait démissionner pour permettre à ce que tous ceux qui ont été exclus du champ politique puissent revenir et se représenter dans une élection inclusive et démocratique. Il ne l'a pas fait. Au contraire, à partir de 2017, il s'est mis dans une posture de reprimer son peuple et ensuite, on connaît la suite. Juste à côté, je continue mon chemin, vous trouverez le général, le bébé général, l'autre là de Guinée-Bissau, Embalo Sissoko, qui vient de perpétrer un coup d'État institutionnel à travers la dissolution de l'Assemblée, alors que tous les textes qui régissent le fonctionnement de l'État bissau-guinéen, notamment la Constitution, ne permettaient plus à ce dernier de dissoudre l'Assemblée après l'avoir fait une première fois et après avoir perdu les élections au profit du PAIGC. Et si vous regardez du côté du Bénin, comment Patrice Talon a caporalisé la scène politique pour imposer juste son bloc à lui, et à côté de lui, Faure Gnassingbé, que chez Cheilou Lawson vient de rappeler encore qu'il est à son 5e mandat et qu'il serait dans une posture de tripatouiller la Constitution pour ramener à un septennat. Donc, les faits sont là. Tous les chefs d'État aujourd'hui de la CEDEAO sont des putschistes. Et je n'oublie pas Julius Maada Bio, qui est un double putschiste, 92-94.
il a perpétré deux putschs, ou du moins, il a quand même au moins participé à celui de 92, avant de perpétrer celui de 94, et qui, tout récemment, pour pouvoir se faire réélire, a dû accuser son opposition de vouloir fomenter un coup d'État, d'embastiller ses concurrents et de passer en force. Donc, c'est un secret de polichinelle que Ibrahim Traoré vient d'exprimer. Peut-être que cela exprimé par la voix d'un chef d'État a plus de résonance qu'ailleurs, mais en réalité, il n'a dit que les vérités connues de tous, mais que personne ne veut reconnaître. Voilà un peu ce qu'il a voulu relever, en tout cas, dans sa sortie hier. Merci à vous, Habib. DP, je vous avais souri quand on faisait le tour de ces dirigeants ouest-africains. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est le contexte, en fait. Moi, je veux beaucoup plus orienter mon analyse dans le contexte qui porte un narratif, selon lequel il faut un retour à l'ordre conditionnel, parce que c'est ça le prétexte, en fait. Un prétexte dicté par Paris, c'est-à-dire qu'il faut organiser rapidement les élections, afin de donner le pouvoir civil et organiser les élections qui n'apportent généralement pas grand-chose. Et puis, les mêmes gens vont nous faire croire que les militaires sont de très mauvais dirigeants, mais sauf que les éléments historiques et factuels leur opposent une contradiction majeure. Jerry Riley, c'était un militaire. C'était un démocrate. C'est lui qui a modernisé, par exemple, le Ghana. Sankara, qui aujourd'hui a suscité des vocations dans la dynamique panafricaniste, c'était un militaire. Eisenhower, du côté des États-Unis, c'était un putschiste, par exemple. On oublie souvent, on n'a pas de Gaulle, mais on oublie ces gens qui nous donnent des leçons. Donc, et puis, sortant même du contexte de la CEDEAO, c'est lui qui fait office du président en exercice de l'Union africaine. C'était un putschiste. Azali Assoumani, c'était un putschiste. Donc, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons multiplier comme ça les contradictions, nous pouvons comme ça leur opposer des contradictions par rapport au narratif. Ça veut dire que ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit est vrai. Ce n'est pas une question de putschiste, de civil ou de militaire aujourd'hui. Le véritable problème, c'est que ce sont les dynamiques qui sont impulsées de ce côté qui dérangent. Les enjeux. Ce sont les enjeux de cette transition aujourd'hui qui dérangent. Absolument, ce sont les enjeux. Les enjeux sont tellement importants au point où les nouvelles dynamiques de souveraineté, les nouvelles dynamiques souverainistes posent un problème. C'est désormais la prédation n'est plus possible. Désormais, ce n'est plus possible de labiniser ou de vassaliser nos États en plaçant à leur tête des gens qui vont des hommes liges, des bénis qui vont plutôt servir leurs intérêts. Je crois savoir, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, le président malien nous indiquait que, en fait, Paris avait un projet de l'installation d'une base de l'OTAN du côté du Mali. Non pas seulement d'installation d'une base de l'OTAN, qui avait un projet de mettre à la tête du Mali un béni qui allait servir les intérêts, non pas du Mali ou des Maliens, mais les intérêts français et de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça qu'ils font généralement beaucoup de pression pour un retour à l'ordre conditionnel. Ils viennent se organiser, ils viennent se tenir les élections du côté de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça va changer? Plusieurs millions de dollars ont été dépensés, utilisés pour ce faire. Mais est-ce que ça va véritablement changer fondamentalement le quotidien des Congolais? En fait, les élections, c'est une arnaque. Une très grosse arnaque. En tout cas, dans le contexte africain, il s'agit justement de passer par là pour faire, n'est-ce pas, pour faire en sorte, pour faire passer le pion, pour placer le pion, pour placer le pion à la tête de nos États. Monsieur Baudelaire, je ne sors pas là. Lorsque vous avez, par exemple, des anciens qui ne sont pas payés, vous avez des populations qui ont faim, qui ne sont pas bien logées, qui ne vont pas à l'hôpital, parce que quand ils sont malades, vous n'avez pas, n'est-ce pas, des services de base qui puissent véritablement répondre aux besoins de la population. À quoi sert d'organiser les élections, de dépenser autant de milliards pour organiser une élection qui, en fait, ne va rien changer du tout? Voilà. Anatole Albert ici, ça c'est sûr. Absolument. C'est une question rhétorique. Non, c'est pas de la rhétorique. Pour nous montrer clairement. C'est pas de la rhétorique, c'est pas de la rhétorique. Je vous parle je vous pose là des éléments pertinents. Par rapport à cette arnaque qui nous est régulièrement imposée. Non, l'organisation des élections qui coûte cher.
très souvent qui aboutissent à des crises post-électorales qui vont aboutir à, à des escalades politico-sociales, qui vont aboutir à des émeutes sociales. Bref, alors que nous avons de vrais enjeux, de vrais problèmes qui se trouvent ailleurs. Voilà, merci à vous, Anatole Albert Aïssi, pour toutes ces précisions. Je pense que voilà, c'est d'ailleurs ce qui met